Donc on a une réponse, monsieur collègue Mauricio Garcia. Voilà, qui est au Chili pour le moment, en tout cas qui n'est pas là, et qui est donc remplacé très généreusement par notre collègue Isabelle Taverna. Ah, si tu veux passer au slide suivant, on verra au moins le titre. Je ne pense pas qu'il y ait un PowerPoint. Hein. Non, il n'y a pas de PowerPoint. Passez peut-être au slide suivant, comme ça on voit le titre de Mauricio. Ah, annexe. Ah non, c'est dans l'autre sens, je crois. Il n'y a pas la suite? Non. Merci, c'est bien aussi. Voilà. Merci à toi. Voilà. Mais donc, je vais me prêter à l'exercice de vous lire l'intervention de Mauricio Garcia. Donc, ce n'est pas mon intervention. Hein, donc, voilà. Donc, non sans un certain embarras, mais aussi avec plaisir, j'ai accepté d'intervenir dans cette séquence de la journée consacrée aux droits et aux émotions. Ici, il ne s'agit pas de rester dans ma zone de confort habituelle, la psychologie clinique et la psychanalyse, mais plutôt de réfléchir à l'intérêt et aussi aux limites d'une réflexion sur les émotions dans le champ juridique. Je constate que dans ce domaine se logent différentes manières de traiter le lien entre droit et émotion. D'abord, un intérêt scientifique. Les émotions font partie de la fabrication et de l'application du droit. Elles sont présentes dans toutes ces scènes, l'audience, les discussions formelles et informelles, le prononcé de la peine, etc. Contre une certaine tradition rationaliste qui voudrait que le rôle du juge se limite à un simple haut-parleur de la loi, de sa rationalité, ou encore l'idéal de penser le juge comme un producteur de syllogismes. La recherche empirique montre que les émotions se mêlent toujours de la raison et des échanges. Comme Freud a pu le dire autrefois, le corps du patient se mêle toujours à la conversation. Dans cette visée scientifique, je perçois plusieurs versants. Un qui cherche à mettre en évidence que l'émotion comporte une forme de connaissance et d'intelligence. Un autre qui cherche à montrer que la rationalité à laquelle le droit veut se rattacher serait un a priori questionnable. Les acteurs du droit, le juge en particulier, comme tout être humain, ne sont pas immunisés contre les biais cognitifs issus de la manière humaine de connaître. Les émotions font partie intégrante de ces biais. Et il serait utile pour le droit de les connaître et les reconnaître pour rendre la raison juridique plus lucide et plus juste. Ensuite, j'identifie une visée théorique qui questionne la théorie du droit elle-même. Les juristes auraient eu tendance à construire les émotions comme autres que le droit, les considérant extérieures aux règles juridiques et à leur processus de production. Et aussi à cause d'un a priori qui a associé la régulation juridique à la raison et à la rationalité. On questionne alors la fiction d'une justice détachée des affects et celle d'un juge sans passion. Je me pose la question de savoir si la théorie du droit évacue réellement la question des émotions ou si, tout en les prenant en compte de manière variable, elle construit une fiction nécessaire. Par exemple, celle de la rationalité des partenaires de Rowe, qui a comme condition le voile d'ignorance et l'indifférence réciproque des acteurs. Peut-être que le sens théorique de ces fictions consiste à tenir compte de l'ambivalence des émotions humaines. La fiction théorique de l'homme rationnel ou raisonnable pourrait être une tentative de travailler ce qu'il peut y avoir de néfaste et de délétère dans les émotions humaines, en particulier l'envie. Finalement, j'identifie une visée plus éthique ou politique, celle d'orienter le droit, voire de le rendre plus effectif. Mais ici se glisse une ambiguïté, car rendre plus effectif et orienté peut renvoyer non seulement à mettre en évidence comment les émotions et les biais cognitifs participent à la fabrication du droit et son application, notamment la prise de décision, mais aussi pourrait indiquer une visée d'instruire le juge ou le législateur. Cela amène ainsi le risque d'une sorte d'expertocratie qui se substituerait à la délibération. C'est autour de ces deux dernières visées, théoriques et éthico-politiques, que je voudrais concentrer mon propos. Martha Nussbaum, professeure à la faculté de droit de l'Université de Chicago, s'intéresse beaucoup au rôle des émotions dans le droit et s'arrête aussi sur un aspect fondamental, l'ambivalence. Dans son texte « Les émotions et le droit », publié en 2004, elle montre qu'il n'est pas vrai que les émotions soient des forces aveugles, qui ne feraient que fausser la raison et le jugement.
Elle intègre des acquis des neurosciences et de la psychologie qui semblent indiquer que les émotions impliquent un mode de connaissance, un mode de saisir les situations auxquelles nous sommes confrontés, même si c'est de manière intuitive et rapide. Elle identifie 3 traits distinctifs de l'émotion. Elles ont un objet, ne fût-ce que futur, une possibilité imaginée. Quelqu'un a peur que son mari la frappe. Si on enlève cette anticipation d'un fait futur, la peur devient autre chose, une simple douleur ou un tremblement. Deuxièmement, les émotions ont un objet non intentionnel, c'est-à-dire que leur rôle dépend de la manière dont le sujet, qui éprouve l'émotion, voit et interprète l'objet. Par exemple, on nous dit que notre fils est mort alors qu'il n'en est rien. Ma croyance est fausse, mais ma détresse est compréhensible. S'ouvre ici la question du temps et de l'anticipation, qui ne permet pas de traiter l'émotion en termes de vrai ou de faux, mais de raisonnable ou pas, ce qui est une toute autre question. Troisièmement, les émotions comportent des croyances. Elle définit la croyance de manière très large, comme n'importe quel état cognitif qu'implique voir X comme Y. Si j'ai peur, je crois que des choses graves ou mauvaises me menacent, et il n'est pas clair que je puisse les éviter. Si je suis fâchée avec quelqu'un, je crois qu'il m'a porté préjudice. Et je pense que ce préjudice n'est pas dû au hasard ou à l'ambivalence, mais qu'il est volontaire et injuste. Chaque émotion est associée à une famille spécifique de croyances. De sorte que si une personne ne croit plus en cette famille, elle s'arrêtera d'éprouver l'émotion en question. Comme Aristote, Nussbaum souligne que les émotions sont une association de sensations et de pensées. Pour les comprendre et les analyser, nous sommes bien obligés de les considérer comme indissociables. Les croyances font partie de l'émotion même, leur identité. Par exemple, on distingue la peur, le chagrin, l'envie, la jalousie, la colère. Nous devons incorporer les croyances caractéristiques de chaque émotion. La peur implique la croyance que quelque chose de mauvais va arriver dans le futur. La colère, la croyance qu'un dommage a été injustement infligé. Se sentir désolé ou éprouver de la peine pour autrui est lié à la croyance que sa souffrance est significative. De même, pour les émotions positives, on a du mal à les différencier des pures sensations sans référence aux croyances. Jusqu'à là, tout paraît clair. Mais Nussbaum introduit une complexité très importante pour la psychanalyse. Beaucoup de nos croyances sont inconscientes. Elles sont opérantes, motivent nos comportements et nos choix sans que nous ayons conscience de ces croyances. Ma tristesse face à la perte d'un de mes parents, ma peur pour ma propre mort, l'amour pour mon fils, chacune de ces émotions persiste dans le tissu de ma vie. Elles expliquent différents types d'actions, même si je n'en suis pas conscient. À tout moment. Et donc, je ne suis pas conscient de ces états-sensations associés à elles. Cela révèle toute la complexité des émotions et la difficulté pour le droit, notamment lorsqu'il s'agit de cerner le caractère raisonnable ou pas des pensées, croyances, qui en font partie. Les émotions et les pensées qui les articulent sont irriguées par d'autres situations ou par notre histoire personnelle, de sorte que nous n'arrivons pas toujours à identifier l'objet de notre émotion. Les émotions peuvent s'articuler à des croyances, vraies ou fausses, qui en plus peuvent être raisonnables ou non. Une personne peut ressentir quelque chose comme fondé sur des croyances qui sont vraies, mais réagir de manière déraisonnable. Inversement, quelqu'un peut sentir quelque chose qui repose sur des pensées, des croyances fausses, mais son point de vue est raisonnable. Il se met en colère parce qu'il se forge une vision erronée de la situation à cause d'informations fausses données par une source en laquelle il avait de bonnes raisons d'avoir confiance. Au fil de ces considérations, Nussbaum laisse transparaître l'ambivalence des émotions. Elle les considère non pas comme des impulsions affectives dénuées de sens, mais comme des réponses intelligentes qui sont en syntonie tant avec les événements qu'avec les valeurs et les finalités importantes pour la personne. En parallèle, elle soutient que les émotions sont ambiguës et ambivalentes, car l'histoire de notre vie porte incorporé le conflit et l'ambivalence. On aurait alors des raisons pour ne pas considérer les émotions comme des données, pour scruter leur rôle légal avec un scepticisme particulier.
Les émotions sont donc porteuses d'une connaissance importante, mais cette connaissance est ambivalente, car elles peuvent aussi s'associer à de fausses croyances. La déliaison n'intéresse pas le droit, car alors on ne peut pas les comprendre, les différencier ni les scruter. Ceci ne veut pas dire que la déliaison entre les pensées et les émotions ne se produise pas à l'occasion. Cas de figure sur lequel se penche la psychanalyse. Quand le psychanalyste affirme que les émotions sont ambivalentes, il soutient qu'elles ne sont pas un objet, ni une nature physiologique, ni un comportement. Elles n'existent pas de cette manière objectivable, car elles sont transitoires, parfois éphémères. Et c'est là que réside peut-être leur beauté et leur cruauté. Elles s'entremêlent souvent comme une mosaïque de moments traversés, d'ambiguïté, de clair-obscur, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de les traduire en mots, ou alors en perdant souvent l'essentiel de ce que l'on éprouve. Sans cette ambiguïté et sans cet impossible à dire, il n'y aurait peut-être pas de poésie. Les émotions sont aussi ambivalentes parce qu'elles oscillent entre contrôle de soi et relâchement, entre réflexivité partielle et ancrage dans le corps, entre retenue et passage à l'acte. Ambivalentes aussi car elles sont des formes de connaissance individuelle et aussi sociale, de sorte que le plus intime n'est parfois qu'une extimité, comme disait Lacan, une obligation sociale de se comporter ou de se disposer devant l'autre de telle manière ou de telle manière. Il y a aussi une ambivalence fondamentale dans ce que l'on appelle l'expression des émotions. Pour le dire clairement, il n'y a pas d'expression ou de signe type des émotions. C'est toujours contextuel. Ce qu'on observe, ce sont les innombrables nuances du visage et du corps qui ont l'air de manifester l'affectivité de quelqu'un dans un contexte donné, intersubjectif ou social. Il n'y a pas un homme qui exprime la joie, mais un homme heureux, avec un style propre, ses ambivalences et sa singularité. Non pas un homme qui exprime sa détresse, mais un homme en souffrance, car il est en deuil ou meurtri par les événements. La colère n'est pas dissimulée derrière l'écran d'un geste qui la reçoit. Elle est ce geste même, ce cri, cette attitude envers le monde. Cette ambivalence et cette ambiguïté des émotions, ainsi que leurs expressions, font obstacle à la recherche empirique. Mais il me semble que l'obstacle fait partie intégrante du phénomène qui intéresse, les émotions. Elles ne se laissent pas aisément capturer ni décoder. Freud pensait que les affects et les représentations, notamment les mots, peuvent s'associer ou se dissocier dans la vie psychique, se connecter ou se déconnecter. Quand ils sont liés, je peux nommer ce que je ressens. J'arrive un peu à en parler, tout en faisant l'expérience que ce que je dis n'est pas tout à fait ce que je ressens. Il y a un reste indicible qui nous fait d'ailleurs sentir que ce n'est pas seulement l'autre qui ne comprend pas vraiment ce que je ressens, mais aussi moi-même. Lorsque l'affect et la représentation se dissocient, j'éprouve alors l'affect comme une chose en moi, plaisante ou déplaisante. Je n'arrive pas à en parler vraiment et je ne peux que tenter d'agir ou de décharger. L'affect sans mots ne veut rien dire, il n'est pas sémique. Il ne peut donc articuler aucune vérité par lui-même sans connexion à la parole et à la pensée, y compris l'élaboration rationnelle. L'émotion n'amène pas la vérité sans mots. Pour Freud, les émotions sont ambiguës et ambivalentes, aussi parce que leur genèse peut être liée à la situation extérieure, comme dans le cas de figure du traumatisme, ou à l'intériorité, au désir qui trouve sa source dans la pulsion. Un humain ému est donc toujours un paradoxe, pris entre ce qu'il saisit de la réalité et ce qui se mobilise en lui à son insu. Sa propre histoire, sa propre position quant à ses désirs et sa réalité pulsionnelle. La source des émotions est toujours double, hybride à des degrés variables. Je pense que c'est cette complexité irréductible qui a fait pencher la psychanalyse à se donner sa rigueur dans la parole. Avec l'écoute, elle se définit comme une pratique de la parole. Encore une fiction, car les émotions sont toujours là. Dans le champ juridique, c'est le réalisme américain qui a pointé l'importance de la subjectivité du juge, et donc de l'intuition et des émotions, ainsi que le rôle de l'institution dans le processus juridictionnel. Je suivrai sur ce point l'éclairage qu'apporte Jérémy Van Verbeek.
À contrario de Montesquieu, qui pensait que les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui ne peuvent modérer la force ni la rigueur. Ou à contrario de Beccaria, qui soutenait que pour éviter l'arbitraire, le juge doit faire un syllogisme parfait, les réalistes américains pensent que les juges adoptent d'abord leurs décisions intuitivement et pour des raisons souvent, sinon essentiellement, non juridiques, et cherchent ensuite à l'habiller en droit. C'est d'ailleurs aux réalistes que l'on attribue la blague selon laquelle le juge décide en fonction de ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Cette ironie serait une élaboration de l'arbitraire alimentaire dénoncée par Beccaria, qui s'inquiétait qu'une loi puisse résulter d'une digestion aisée ou pénible, de la violence des passions du magistrat. L'intuition, habillée ensuite en droit, serait affinée avec le temps et la pratique. C'est l'expérience, plus que la raison et la logique, qui ferait la vie du droit. Les cas concrets ne sauraient être résolus par des propositions générales, mais avec une intuition plus subtile qu'un syllogisme. La logique formelle juridique ne serait qu'un joker. Le processus de juger serait plus proche d'une histoire policière qui part de la fin avant de construire le raisonnement pour y arriver. La position politique, économique et morale du juge, ainsi que sa réalité psychique et son histoire jouent un rôle crucial dans sa délibération et ses décisions. Cela resterait voilé par le raisonnement. Les réalistes sont conscients des problèmes d'arbitraire que la subjectivité entraîne. Pour résoudre l'insécurité juridique, plus qu'améliorer les lois, il faudrait élaborer une méthode scientifique basée sur la psychologie, l'économie et la sociologie, ainsi que les statistiques. Ce qui permettrait d'augmenter la prévision des décisions de justice, voire sur un plan plus stratégique, les orienter. Cette proposition montre l'une des sources importantes du courant de recherche droit en émotion, mais pointe aussi un écueil. La psychologie, l'économie et la sociologie ne se contenteraient plus seulement de prédire les décisions de justice, ce qui est après tout une fonction classique de la science, connaître pour prédire, mais chercheraient à les orienter. N'y a-t-il pas là un cheval de Troie qui fait entrer dans l'institution démocratique du droit toute une armée d'experts, le tout habillé de science et de réalisme ? Puisque les juges ne sont pas conscients des déterminations sociales et psychologiques qui influencent leur jugement, des auteurs du réalisme comme Franck suggèrent qu'ils fassent une auto-analyse, voire rédigent des autobiographies détaillées afin d'informer les justiciables. Ils préconisent en outre de transformer en partie les facultés de droit en école de psychologie appliquée au droit. Une dizaine d'années plus tard, il sera nommé juge à la cour d'appel du second circuit, mais curieusement, il ne publiera jamais d'autobiographie détaillée. Malgré l'essoufflement de ce courant réaliste, le risque de psychologisme reste évident, c'est-à-dire la tendance à faire prédominer le point de vue psychologique sur tout autre point de vue spécifique, particulièrement la théorie de la connaissance ou la logique. Ce serait l'ambition de résoudre les problèmes d'autres champs, dont le droit, d'au moins leur fournir les éléments et les données de leur solution. Mais dans le droit, le problème n'est pas seulement cognitif, il est aussi démocratique. Que la subjectivité du juge fasse partie de sa délibération me semble une évidence. Que plusieurs juges ne soient pas conscients de la manière dont ils sont pris par leurs émotions, intuitions ou préjugés de race, classe ou sexe me paraît aussi évident. Faut-il pour autant mésestimer l'intérêt de la délibération ? Je ne suis pas un expert du concept de délibération, mais il me semble qu'il renvoie à un processus dans lequel on doit choisir ou décider des choses par rapport auxquelles il nous manque le savoir. Si on avait une science indubitable sur les affaires humaines, on pourrait à la limite décider en conformité, suivre les indications du savant sans devoir délibérer. Et même, quand il y a des données scientifiques sur une pandémie, par exemple, nous sommes obligés de délibérer, car il y a d'autres biens sociaux premiers, dont la liberté, par exemple, qui sont en jeu. Par ailleurs, le concept de délibération paraît inclure, depuis très longtemps, les émotions des acteurs. Dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie, publié en 1926, Lalande commence par nous dire que la délibération comporte un moment d'arrêt et s'oppose à l'impulsion. Il s'agit d'un état psychologique où on suspend la réalisation d'un acte conçu comme possible pour l'examiner de manière consciente et réfléchie.
La délibération est donc un processus qui précède la décision. Il critique ensuite la définition ordinaire qui présente la délibération comme une comparaison des motifs pour ou contre un acte donné. Ainsi, même si l'on joint au motif intellectuel les mobiles affectifs, cette distinction présente le moi qui délibère comme un spectateur contemplant des forces ou des raisons qui lui sont extérieures, tandis qu'il ne s'en distingue en réalité que par l'abstraction. Notons donc que les émotions font partie intégrante du moi qui délibère, la délibération les intègre. Plus loin, il se réfère à Lachelier qui formule un magnifique déni, mais assumé, du rôle des émotions dans la délibération. On aurait tort, dit-il, de joindre au motif intellectuel les mobiles affectifs, en grande partie inconscients ou tout au plus demi-conscients, et qui n'entrent en aucun cas dans la délibération proprement dite. Et il ajoute, entre parenthèses, bien qu'ils puissent exercer sur elle une influence occulte et très grande. On sait donc que les émotions sont là, que leur influence est très grande, mais on décide de les traiter comme inexistantes, de ne pas les faire entrer dans l'analyse de ce qui se fait. Je sais bien, mais quand même, expression chère au psychanalyste Octave Manoni pour décrire la structure du déni. Mais il s'agit d'un déni assumé, au service d'installer une fiction peut-être nécessaire. Nécessaire pour l'échange, pour en rendre compte, même si la science peut scruter des opérations implicites et inconscientes, favorables ou défavorables au discours et au raisonnement qui en résultent. Peut-être le droit nécessite non seulement de scruter et décoder les émotions, mais de faire aussi exister la capacité de les laisser entre parenthèses. Il y a quelque chose de non seulement pertinent et nécessaire à la démocratie dans cette fiction, mais il y a aussi quelque chose d'émouvant. Merci. Je pense que nous allons donner à manger à ces gens, n'est-ce pas ?